ici où est organisée la commission Justice et Paix, et qui est structurée par 7 programmes, notamment paix, réconciliation, droits humains et libertés fondamentales des citoyens, démocratie et mission d'observation électorale, bonne gouvernance, cercle d'intelligence, dynamique femmes et sauvegarde de la création. Et là, dans sauvegarde de la création, nous avons 4 filières importantes: forêt et climat, nous avons ressources naturelles, nous avons éducation, civisme sanitaire et sécurité alimentaire. Je rappelle que les axes d'action de la commission Justice et Paix sont la sensibilisation, le plaidoyer, le civisme. C'est ce qui fait toute la différence. Et donc, nous travaillons avec les corps constitués de notre Église, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et les hommes, raison pour laquelle vous n'êtes pas là seulement parce que membre de Milapro, de jeunesse ou de ceci ou cela, mais vous êtes protestant, vous êtes membre de l'Église et cette question vous intéresse, la mission prophétique, dans un des programmes, sentez-vous très à l'aise. Donc, c'était une manière de vous dire que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas des visiteurs, vous n'êtes pas étrangers, vous êtes chez vous, et donc, sentez-vous à l'aise. Deuxième précision, c'est que nous sommes engagés dans un processus, parce qu'il faut comprendre pourquoi. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de revenir sur toutes ces questions de précision, mais des fois, cette question se pose. Pourquoi l'Église est en politique? Et l'Église fait-elle la politique ou pas? Non, je crois que de temps en temps, j'aurai l'obligation de revenir sur cette question pour préciser. L'Église ne fait pas de la politique active, mais l'Église intervient en politique comme la société civile, une branche de la société civile, mieux comme une institution sociale importante de notre République. Et il est important de le savoir. Et quand l'Église intervient sur des questions de société, des questions de gouvernance publique, c'est au travers de cette commission Justice et Paix dont j'ai la lourde responsabilité de présider à ma qualité de secrétaire général. Aussi, il faut savoir que dans cette commission, chaque programme nous donne une orientation dans l'engagement de l'Église. Sur ces questions électorales, nous y intervenons comme programme démocratie et mission d'observation électorale. Donc, il y a 2 aspects dans les programmes démocratie et mission d'observation électorale. D'un côté, nous travaillons dans le sens de la promotion de la démocratie. Et vous savez que nous sommes dans notre régime politique dans une démocratie constitutionnelle. Et donc, nous défendons les valeurs de la démocratie telles que prévues dans la Constitution et dans notre pratique. Mais de l'autre côté, la même démocratie a mis en place les institutions d'appui à la démocratie. Et le cas échéant, c'est sur pied de l'article 211 de la Constitution qui parle de la CENI comme institution d'appui à la démocratie. Et donc, on n'a pas que la CENI, nous avons aussi la CNDH, qui est une autre institution d'appui à la démocratie. Et la société civile confessionnelle où nous sommes répertoriés a également cette responsabilité de participer à la désignation des animateurs. Donc ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'Église, le fait pour l'Église de participer au processus. Ce n'est pas non plus un privilège donné, mais c'est un droit. Parce que l'Église est une institution sociale importante de la société qui intervient dans ce qu'on appelle les groupes de pression dans la société. Différemment des partis politiques qui visent la conquête des pouvoirs, nous sommes dans la régulation du jeu politique. Nous intervenons comme des fois arbitres au jeu politique. Voilà, c'était les précisions que j'ai tenu donner avant d'entrer dans... Nous sommes en train de vouloir mettre à votre profit les débats autour des réformes, simplement parce que des options se présentent devant nous. Il y a l'option de désigner les animateurs de la CENI et il y a l'option d'aller aux réformes. Et notre Église, c'est-à-dire la nôtre, vous et nous, a opté pour les préalables des réformes avant la désignation. Je crois que ce n'est plus le temps du débat. Ce qui était avec nous la fois passée ont eu l'occasion d'écouter les motivations, les argumentaires qui ont concouru à la situation que nous avions suivie. Mais avant d'aller plus loin,
j'aimerais vous dire que la situation, l'état actuel des choses fait que les discussions ont repris au niveau de la plateforme des confessions religieuses, notamment au secrétariat technique où je siège pour les noms et les comptes, au nom et pour les comptes de l'Église du Christ au Congo. C'est vrai qu'il y a un aspect lié à la politique. Quand vous suivez par exemple Madame la Présidente hier appeler les autres composantes à déposer les noms des candidats, ça c'est la politique, je n'aimerais pas entrer dedans. Mais ce qui est vrai sur le plan procédural, le chef de l'État ne prendra pas, en tout cas sauf imprévu, je ne pense pas non plus, une ordonnance pour confirmer la candidature de Malonda. J'ai expliqué la fois passée les vicissitudes qui ont émaillé la procédure. Et donc, de ce point de vue, sur le plan du droit et sur le plan administratif, il ne sera pas question de l'entériner simplement parce qu'il n'y a jamais eu vote, nous l'avons dit et démontré, et les PV sous-tendant cette destination est frappé de faux et usage de faux, parce qu'il a été établi en dehors du cadre légal et par des personnes n'ayant pas qualité et avec altération de la vérité. Il y a altération de la vérité du moment où on suppose qu'il y a eu vote pourtant qu'il n'en est jamais été le cas. Voilà ce qu'il faut savoir, ce qui fait que nous allons éventuellement revenir à la procédure. Mais quand nous voulons revenir, pendant que nous revenons à la procédure, je l'ai dit, il y a des options dans la dynamique de notre société. La majorité de la société civile tiennent à ce qui est des réformes préalables. Comme je l'ai dit, et l'Église, votre Église, est de cet avis. Une autre opinion veut qu'il y ait d'abord désignation des animateurs, puis on verra l'option des réformes après. Seulement, il faut noter que dans la procédure, il faut d'abord commencer par l'audition du rapport déposé par l'équipe sortante. Après, il y aura ouverture du débat à l'Assemblée et c'est à l'issue de ces débats qu'on pourra apprécier les options des réformes. Ça, c'est comme la procédure classique. Nous luttons pour que la compréhension soit également partagée avec la base que vous êtes. C'est vrai, ici, c'est une représentation de l'élite protestante choisie, mais l'intérêt pour nous dans cette démarche est de vulgariser la nécessité de la réforme du système électoral. Voilà. L'arsenal juridique qui organise l'institutionnalisation de la CENI, son fonctionnement, ses attributions et ses rapports avec les institutions ainsi que les procédures dans l'organisation des scrutins. Le système électoral est l'ensemble des déterminants qui interviennent dans la procédure d'un scrutin organisé de bout en bout. Le scrutin ne commence pas par les votes. Le scrutin ne commence pas par les dépôts des candidatures. Le scrutin ne commence pas par la répartition des bureaux de vote. Le scrutin commence par la fixation du cadre juridique. Et donc, puisque nous allons parler des réformes, il nous sera important d'avoir une idée sur le cadre juridique et les instruments en présence. Je parle de la Constitution qui est la loi mère, parce que nous obéissons au principe de la hiérarchisation des normes. Et dans notre justement arsenal juridique, dans notre agencement, j'allais dire juridique, nous avons la Constitution comme mère des lois. Et c'est sur pied de son article 221, je crois que ma mémoire ne me trahissera pas, que, voilà, je vais les lire in extenso, ces dispositions. Article 221 de la Constitution du 16 février 2006.
il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. Alinéa 2. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue des fichiers électoraux, des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. Alinéa 3. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Et alinéa 4. Une loi organique fixe l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, à chaque fois qu'on discute sur la question de la CENI, nous devons garder à l'esprit que c'est l'article 221 de la Constitution. Mais vous voyez qu'à la lecture de cette disposition, elle ne dit pas tout. C'est pourquoi les constituants renvoient à une loi qu'on appelle organique, spécifique, parce qu'ici c'est des lois générales. Une loi spécifique organise la CENI et détermine son fonctionnement et ses rapports. À côté de cette loi organique, il y a la loi électorale. Donc, nous avons ces deux instruments, la loi organique et la loi électorale, et nous avons la Constitution comme la loi mère. Donc, à chaque fois que nous parlons de ces cadres juridiques, nous avons en présence ces instruments. Deuxième déterminant du système électoral, en droit électoral, c'est l'institution CENI. Dans d'autres pays, la CENI est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Mais comme vous l'avez vu, chez nous, dans la Constitution d'ici, du 16 février, qui, il faut toujours le rappeler, découle de la résolution d'un grand conflit à partir des Santiti, des dialogues intercongolais. Donc, le contexte d'élaboration de notre Constitution est celui de 2004, 2003, 2004, 2005. Nous partons d'un projet de Constitution et puis la Constitution de 2006. Et les constituants, forts du tableau du paysage politique de l'époque, si vous lisez dans les préambules de notre Constitution, il met l'accent sur quelque chose de très pertinent et souvent les citoyens que nous sommes ne portons pas attention à cela. Que ce soit dans l'exposé des motifs ou dans les préambules de la Constitution, il insiste, les constituants, sur les désirs de vouloir doter les institutions et les animateurs d'une légitimité. Parce qu'il fallait mettre fin à des crises récurrentes, avec comme corollaire guerre, coup d'État, c'est-à-dire l'accession par des moyens irrationnels au pouvoir, la gestion des mandats politiques par des moyens irrationnels et la sortie des pouvoirs par des moyens irrationnels. Pourquoi nous parlons des élections? Les élections ne sont pas une fin en soi, mais les élections est un moyen qui permet à une république organisée sur la base d'une constitution d'organiser les modes d'accession au pouvoir, la manière de les exercer à la limite des mandats fixés en nombre et en possibilité de renouvellement, ainsi que la sortie des pouvoirs. Les réformes ne doivent pas tomber du néant. Les réformes doivent découler justement d'une lecture attentive. Et quand on arrive en 2011, on dit, ah, ici on a amélioré tel domaine, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a des élections parfaites au monde, non. Ça c'est quand même trop rêvé. Mais il faut réduire sensiblement les irrégularités. Et pour ce faire, il est important d'avoir une tradition électorale. La tradition ne se construit pas par une seule expérience, mais par la prise en compte des différentes expériences. Et donc, notre tradition électorale est encore faible. Ce n'est pas des mauvaises fois, mais nous ne sommes qu'à la 3e expérience. Il y a des nations qui en sont à la 40e expérience. Donc, on ne peut pas comparer les deux systèmes, mais nous devons fournir beaucoup d'efforts. Voyez-vous?
Donc il y a beaucoup d'éléments dans les fonctionnements, dans la fonctionnalité. Et si je vous mets déjà des paroles en bouche, et je chauffe aussi votre réflexion, parce que nous aurons le temps de les déployer dans les ateliers. Le dernier déterminant, ce sont des juridictions. Vous êtes sans ignorer que dans un processus électoral, intervient ce qu'on appelle les contentieux électoraux ou les contentieux électoraux. Dans le traitement des contentieux, surtout pour l'élection présidentielle, nous avons la Cour constitutionnelle qui a compétence de traiter sur les contentieux. Mais nous avons aussi la Cour constitutionnelle traite sur la présidentielle et les législatives nationales. Et à côté de la Cour constitutionnelle, nous avons les cours d'appel qui, elles, traitent des contentieux au niveau de la députée ou des élections législatives provinciales. Donc c'est pour nous dire, la justice ou les juridictions judiciaires interviennent également. La justice constitutionnelle et les juridictions d'ordre judiciaire interviennent dans les processus électoraux. Pasteur, un atelier de l'élite protestante, pourquoi faire? Bien, merci. Il faut dire que c'est dans le cadre de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création qui, en son sein, a un programme Cercle d'intelligence. Et ce programme regroupe justement l'élite protestante qui réfléchit sur toutes les questions de l'heure, toutes les questions de la société. Et puisqu'il y a une question de l'heure dont l'enjeu est majeur, notamment la question autour de la CENI, c'est comme ça que l'Église a réuni, sur demande du président de l'Église de Christ au Congo, cette élite protestante en vue de réfléchir sur les options plausibles à mettre sur table. Notamment, nous avons la question des réformes du système électoral. Vous êtes sans ignorer que l'Église de Christ au Congo a clairement donné sa position sur l'exigence préalable des réformes du système électoral avant toutes sortes de désignations. Nous suivons l'actualité, notamment la déclaration de clôture de l'Assemblée de la session de mars par la présidente nationale de l'Assemblée, Mme Mabunda, où nous avons suivi une sorte d'entérinement ou d'obstination à cet entérinement. Je pense que l'Église du Christ au Congo est claire là-dessus. Ce premier dossier Malonda pour nous est clôturé compte tenu de toutes les vicissitudes qui ont accompagné la procédure. À ce niveau, nous voulons reprendre les choses, mais nous les faisons encore à l'interne. Donc, pour dire simple, cet atelier vise à poser les jalons pour la suite de la procédure au niveau des réformes du système électoral. Nous ne formons pas l'élite protestante, elle existe déjà. L'élite prend simplement les choses en main, comme je l'ai dit, c'est en rapport avec le processus électoral qui est en cours. L'important ici est de noter que dans le cadre du système électoral de notre pays où nous exigeons des réformes, il y a un forum national qui est en vue, où nous allons le tenir avec l'Église catholique, l'Église protestante, nous-mêmes, il y a la CIMOCEL, il y a l'AETA. Donc, nous insistons sur la dynamique des réformes du système électoral. Mais puisque le président de l'Église du Christ au Congo a donné une orientation claire sur le travail que devrait faire l'élite protestante, que c'est celui d'accompagner dans la réflexion, dans les propositions, c'est pourquoi cet atelier a le mérite d'ouvrir le débat à l'élite protestante pour recueillir d'autres contributions. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est ce forum qui est en vue. Mais au-delà du forum, rappelez-vous aussi que l'Église du Christ au Congo en appelle aux discussions, aux concertations. J'ai fait tout de suite allusion au discours de clôture de Mme Mabunda, qui nous donne l'impression de vouloir s'obstiner sur ce qui est dénoncé sur toute la ligne. Je ne voudrais pas ici rappeler que le PV sur lequel Madame continue à reposer ses convictions est un faux et usage des faux. On en a parlé dans tous les sens. Eh bien, mais si nous constatons que la volonté de vouloir compliquer les choses s'imposer, nous sommes en train de prendre aussi d'autres dispositions nécessaires. Ce qui est vrai pour nous, personne ne doit prendre en otage les processus électoraux et surtout nous ne devons pas mal commencer. 2023 est un enjeu majeur pour l'avenir
de notre démocratie, il faut que les uns les autres prennent en compte la délicatesse de cette question. Nous avons d'une part remercié le chef de l'État pour sa sagesse de ne pas avoir permis de prendre une ordonnance sur la base d'infos. Ça nous a beaucoup réjouis. L'Église du Christ au Congo a dit tous ses remerciements. Mais en même temps, nous demandons au chef de l'État de continuer dans la même lancée. Et puis, pour nous, comme je l'ai dit, c'est une question tournée, c'est une page tournée. Cette histoire ne peut jamais et en aucun cas, l'ECC permettra à ce que la démocratie soit bâtie sur un fondement de mensonges, parce qu'il faut le dire clairement, il n'y a jamais eu de vote, il n'y a jamais eu de PV, on ne peut pas aller confectionner un PV en dehors des cadres légaux, à l'absence de ceux qui ont présidé la réunion et dont on a altéré toute la vérité. Je crois que c'est grave, on ne devrait même pas avoir ces débats sur la place publique, ça fait la honte. Je rappelle ici que l'Assemblée nationale devrait faire preuve de la substance de sa moralité. Vous savez, c'est là où on prend des lois. Dans une loi, il y a la dimension morale de la loi. Donc, si déjà on commence à enfreindre à la moralité publique qui caractérise l'Assemblée nationale, c'est inquiétant pour l'avenir de notre République. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, comme je l'ai dit, et c'est clair pour nous, les carottes ne sont pas cuites. La procédure est en train de reprendre, et la reprise de cette procédure exige que nous allions aux réformes. Et puisque l'option des réformes ne fait plus l'ombre des doutes pour nous, c'est comme ça que l'élite protestante est engagée, mais aussi pour faire comprendre à l'opinion, ce n'est pas l'affaire personnelle du président de l'Église du Christ au Congo, c'est l'affaire de l'Église institutionnelle ECC. À la première rencontre, il faut dire que le plan du travail avait déjà été annoncé par le secrétaire général, qui nous a dit que l'Église du Christ au Congo, en tant qu'une grande partie de la société civile, devrait, compte tenu des problèmes de l'heure, de la société globale, qui est notre pays, on devait donc s'asseoir pour essayer de réfléchir pour voir quelle est la contribution que l'Église devait donner à ce débat national. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on a encore appelé cet atelier thématique où nous avons des thématiques telles que le paysage politique actuel de l'heure. On doit parler de toutes les questions politiques de l'heure. On réfléchit sur ça. Il y a des questions sur lesquelles un atelier est en train de répondre à toutes ces questions-là. En dehors de ça, nous avons aussi ces problèmes de la gestion de la CENI. D'abord les animateurs et puis tout le système électoral du Congo. Les uns et les autres se mettent d'accord, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, dans laquelle se trouvent aussi les églises. Et nous nous mettons d'accord, les uns et les autres, qu'on devait aller vers la réforme du système électoral de notre pays. Mais pour aller à la réforme du système électoral de notre pays, il faut réfléchir. C'est pour cela que les uns et les autres réfléchissent pour que l'on amène, nous, toutes ces réflexions ici, seront amenées vers un consortium. Je pense que le secrétaire général qui a parlé avant moi vous a dit ça. Et au niveau de ce consortium, on va finalement faire des propositions à l'égard de l'État, de tous ceux qui gèrent le pays. Mes impressions sont bonnes parce que pour moi, c'est une façon pour l'Église de prendre ses responsabilités. Vous savez que c'est vrai, l'Église ne s'engage pas dans la politique politicienne, mais l'Église a son mot à dire dans la gestion de la République, de la res publica, comme on dit. Et donc, pour avoir les mots à dire dans cette gestion-là, il faut analyser les enjeux. Il faut analyser les enjeux. Je pense que c'est une bonne chose. Et si des forums comme ceux-là étaient déjà faits dans le passé, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. On ne serait pas arrivé là où nous sommes parce que de temps en temps, on devait s'asseoir plutôt que d'aller se faire des batailles sur tel ou tel autre aspect, ou plutôt que d'amener la politique même dans l'Église. Mais l'Église devait être comme la sentinelle qui puisse dire à ceux qui gèrent le pays, et arrêtez-vous, parce que dans la Bible, nous lisons, les rôles de la sentinelle, c'est quoi? C'est de dire ce que l'on dit. Okay? Quand il y a un danger qui arrive, la sentinelle doit dire non, il y a un danger. Parce que la Bible dit, si vous ne dites pas, et que les dangers atteignent ceux-là, alors je redemanderai leur sang à vous. Et donc, je crois que l'Église doit jouer son rôle de dire à ceux qui ont la responsabilité de gérer le pays que telle chose n'est pas bon et voici la direction qu'il faut prendre. Je pense que cet atelier participe
à cette façon de faire que doit être celle de l'Église.